Il pensait que j'étais faible parce que je n'avais pas d'avocat. Mon père souriait à ma sœur, déjà prêt à célébrer leur victoire avec l'héritage de maman. Mais quand le juge a lu la première ligne de mon preuve numéro 1, le sourire de mon père s'est figé. L'air dans la salle d'audience numéro 4 du tribunal judiciaire de Périgueux était lourd, une atmosphère suffocante saturée d'une odeur désagréable mélangeant la cire à bois bon marché, la poussière accumulée depuis des décennies dans les boiseries et l'anxiété palpable des justiciables qui attendaient leur tour. Je me tenais seul à la table des requérants, le dos droit, mes mains posées à plat sur la surface froide et rayée du bureau. Devant moi, il n'y avait pas d'équipe juridique, pas d'assistant en costume gris chuchotant des stratégies de dernière minute, pas de pile de documents reliquaires. Juste 2 classeurs épais, bon marché, empilés comme des briques devant moi. L'un était noir, sombre comme mon humeur. L'autre était rouge sang. Ce rouge jurait violemment avec le gris terne des murs décrépits, comme une plaie ouverte et palpitante au milieu de l'austérité administrative de la République. De l'autre côté de l'allée centrale, qui semblait aujourd'hui aussi large qu'un océan infranchissable, l'ambiance était radicalement, presque insultamment différente. Mon père, Tancrède, était affalé sur le banc en bois avec une aisance déconcertante, les jambes croisées, comme s'il assistait à une pièce de théâtre médiocre dont il connaissait déjà la fin et dont il était le producteur. Il portait son costume bleu marine italien sur mesure, celui qu'il réservait pour les grandes occasions où il voulait impressionner, les mariages, les galas du Rotary Club, ou dans ce cas précis, l'enterrement social et financier de sa propre fille. À côté de lui, ma sœur Mélisande rayonnait, littéralement. Même sous les néons impitoyables et jaunâtres du tribunal, sa peau semblait parfaite, ses cheveux blonds coiffés en un chignon faussement négligé qui avait dû lui coûter le prix d'un loyer mensuel moyen. Elle tapotait frénétiquement sur son téléphone, ses ongles manucurés faisant un petit cliquetis agaçant, probablement pour mettre à jour sa communauté Instagram sur cette journée difficile mais nécessaire vers la guérison. Leur avocat, Maître Cyprien, un homme au sourire aussi poli et artificiel que ses chaussures en cuir verni, se pencha vers eux en chuchotant quelque chose. Tancrède éclata d'un rire bref, un son sec et cassant qui résonna contre les hauts plafonds comme un coup de fouet. C'était son arme favorite, ce rire. Il l'avait utilisé toute ma vie pour me faire sentir petite, insignifiante, invisible. Ce rire disait « Tu n'es rien ». Il croisa mon regard. Ses yeux bleus n'avaient aucune chaleur, aucune trace de l'amour paternel que l'on voit dans les films. Il n'y avait que ce mépris familier, cette déception ancienne qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler derrière les apparences. Il se pencha légèrement en avant, ignorant le décorum du tribunal, et siffla assez fort pour que l'écho porte jusqu'à moi. « Tu es pathétique, Isolde. Regarde-toi. Tu es trop pauvre pour te payer un avocat, et tu penses vraiment pouvoir nous battre ? Rentre chez toi, dans ton petit appartement poussiéreux de Lyon, et laisse les grandes personnes gérer le patrimoine. Tu te ridiculises. » Mélisande pouffa, cachant sa bouche derrière une main aux bagues étincelantes. « Papa, sois gentil, murmura-t-elle avec cette fausse douceur qui me donnait la nausée, assez fort pour que l'huissier lève les yeux de ses papiers. Elle essaie juste de se rendre intéressante. C'est sa façon de crier à l'aide, tu sais bien comment elle est. » Je sentis la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une rage froide, calculée et tranchante comme du verre. Il voyait une femme seule, habillée d'un tailleur gris acheté en solde 3 ans plus tôt, une femme qui passait ses journées dans des sous-sols de musées à restaurer de vieux livres oubliés. Il voyait une proie facile, une victime consentante. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas imaginer dans leur arrogance aveugle, c'est que le classeur rouge devant moi ne contenait pas des feuilles volantes. Il contenait une bombe à retardement, méticuleusement assemblée, qui allait pulvériser leur monde doré en 1000 morceaux. Le juge Vianney entra dans la salle par la porte latérale, sa robe noire flottant derrière lui, apportant avec lui le silence de l'autorité. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère, connu pour son aversion pour les drames inutiles et son amour de la précision. « L'audience est ouverte », déclara-t-il d'une voix grave qui fit taire instantanément les murmures dans la galerie. Affaire numéro 42, succession de Madame Azalaï de Montmirail. Contestation de donation et de testament. Veuillez vous asseoir. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de cet air vicié. L'odeur du vieux papier émanant de mes classeurs me rassura. C'était mon odeur. L'odeur de la vérité, l'odeur de l'histoire qui ne ment jamais. C'est à ce moment précis, alors que je sentais tous les regards peser sur moi, ceux de mon père, de ma sœur, de leur avocat prédateur, et du juge inquisiteur que j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'allais soit perdre tout ce qui restait de ma mère, soit détruire ma famille pour toujours.
Avant que je ne vous dévoile le contenu explosif de ce dossier rouge et comment j'ai planifié ma vengeance, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui dans cette salle d'audience virtuelle. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant et réconfortant de voir à quel point notre communauté est grande et solidaire face à l'injustice. Pour comprendre pourquoi je me tenais là, seule face à mon propre sang, prête à commettre un parricide judiciaire, il faut remonter le temps. Il faut comprendre l'architecture toxique et invisible de mon enfance. J'ai grandi dans l'ombre de Mélisande, une ombre si vaste, si froide et si permanente qu'elle a fini par façonner chaque fibre de qui je suis aujourd'hui. Dès sa naissance, 3 ans avant la mienne, Mélisande a été désignée comme le soleil de la famille de Montmirail. Elle ressemblait trait pour trait à la mère de Tancrède, ma grand-mère paternelle, une femme qui l'idolâtrait au-delà de la raison. Blonde comme les blés, les yeux d'un bleu perçant, charmante sans effort, capricieuse mais adorable. Moi? J'étais brune, calme, sérieuse, avec les yeux noisettes mélancoliques de ma mère. Pour mon père, Mélisande était un trophée qu'on expose sur la cheminée, j'étais un meuble utilitaire qu'on range dans le couloir. Les souvenirs me reviennent, tranchants. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un set de calligraphie professionnelle, fasciné déjà par l'encre et le papier. Tancrède est rentré ce soir-là, tard, avec un énorme paquet emballé dans du papier doré. Mon cœur d'enfant a bondi dans ma poitrine, osant espérer. Mais le paquet n'était pas pour moi. C'était une nouvelle robe de marque pour Mélisande. Ta sœur a eu une semaine difficile à l'école, avait-il expliqué en me tendant distraitement une boîte de chocolat achetée à la station-service sur le chemin du retour. Il fallait lui remonter le moral, elle est si sensible. Toi, tu es forte, Isolde, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es solide comme un roc. Tu es forte. C'était l'excuse universelle pour la négligence. C'était la phrase magique pour ne jamais avoir à s'occuper de moi. Mélisande a grandi en apprenant qu'elle pouvait tout obtenir par un sourire, une moue boudeuse ou une larme stratégique versée au bon moment. Elle échouait à ses examens? C'était la faute des professeurs jaloux de sa beauté. Elle cassait la voiture que papa venait de lui offrir? C'était la route qui était dangereuse et mal entretenue. Tancrède était toujours là, tel un chevalier servant avec son chéquier, pour lisser les aspérités de sa vie. Elle est devenue mannequin catalogue, puis influenceuse sur les réseaux sociaux, puis coach de vie, des titres vides et brillants pour masquer une existence entièrement financée par la carte de crédit illimitée de papa. Moi, j'ai choisi le silence, l'observation et l'étude. J'ai quitté la maison dès mes 18 ans pour Lyon, fuyant cette atmosphère étouffante. J'ai travaillé la nuit dans des restaurants, plongeant mes mains dans l'eau grasse pour payer mes études à l'Institut national du patrimoine. Je suis devenue restauratrice de livres anciens et d'archives. Mon métier consiste à sauver ce qui est en train de disparaître, à recoller les fragments d'histoire oubliés, à détecter les faussaires grâce à une goutte d'encre microscopique ou la texture d'un papier vieux de 3 siècles. Ma famille trouvait mon métier déprimant et inutile. Tu vis dans le passé, disait Mélisande en riant, un verre de champagne à la main lors des rares Noëls où je m'obligeais à rentrer. Tu senses la poussière et le vieux cuir, Isolde. Regarde-moi, je suis l'avenir, je suis la lumière, je suis la vie. Mais il y avait une personne qui comprenait. Une seule. Maman. Azalaï. Maman était une femme douce, trop douce pour survivre à l'ouragan d'ego qu'était mon père. Elle s'était recroquevillée sur elle-même au fil des années, trouvant refuge dans sa maison de campagne en Dordogne, cette vieille bâtisse en pierre dorée, et surtout, dans sa roseraie. C'était son sanctuaire, son royaume interdit à Tancrède. Quand je revenais la voir, nous passions des heures dans ce jardin, les mains dans la terre, à tailler, à soigner, à parler peu mais à ressentir beaucoup. Les racines sont importantes, Isolde, me disait-elle souvent, en caressant les pétales veloutés d'une rose ancienne cuisse de nymphe. Le monde ne voit que la fleur, comme ta sœur, mais c'est la racine qui tient tout, qui nourrit tout. Sans racine, la fleur meurt au premier coup de vent.